Le silence dans la salle de réunion était si lourd qu'on aurait pu l'entendre respirer. Gabriel Martin serrait ses mains moites sous la table, ses yeux fixés sur le grain du bois comme si sa vie en dépendait. Autour d'elle, 19 collègues attendaient, tendus comme des cordes de violon. Vincent Moreau se tenait debout, sa silhouette imposante projetant une ombre menaçante sur l'écran de projection. Les chiffres rouges brillaient comme des accusations, 1 million d'euros, manquant. Quelqu'un dans cette équipe de 20 personnes vole l'entreprise. Sa voix claqua comme un fouet. Gabriel sentit son cœur s'emballer, ce rythme familier de la panique qui l'accompagnait depuis l'enfance. Ses doigts trouvèrent instinctivement le petit carnet qu'elle gardait toujours dans sa poche, son refuge, son témoin silencieux. Les regards commencèrent leur danse macabre, scrutant chaque visage, cherchant des signes de culpabilité. Margot, la secrétaire aux cheveux dorés, mordillait nerveusement son stylo. Pierre, le commercial, tapotait compulsivement son téléphone. Raphaël, le développeur informatique, observait la scène avec cette intensité particulière qu'elle avait apprise à reconnaître chez lui. Puis, comme attiré par un aimant invisible, tous les yeux convergèrent vers elle. Vincent sourit, ce sourire carnassier qu'elle détestait tant. Ce sont toujours les silencieux qui cachent les plus gros secrets, n'est-ce pas, Gabriel ? Un rire nerveux parcourut l'assemblée. Vimpère Dieu la dévorait, attendant une réaction, une défense, n'importe quoi. Mais les mots restaient prisonniers dans sa gorge, comme toujours. Son mutisme, ce compagnon fidèle et cruel qui l'accompagnait depuis ses 8 ans, l'étouffait une fois de plus. Dans sa tête, 1000 réponses se bousculaient, « Je ne suis pas une voleuse. Je travaille ici depuis 3 ans sans jamais rien demander. Je vois tout mais je ne dis rien. » Pourtant, seul le silence sortait de ses lèvres. Margot chuchota quelque chose à l'oreille de sa voisine. Gabriel distingua les mots « bizarre » et « louche ». La colère monta en elle comme une vague brûlante. C'est alors qu'elle prit une décision qui allait changer sa vie. Sa main trembla légèrement quand elle sortit son téléphone. L'écran s'illumina, révélant des dizaines de photos, d'enregistrements audio, de notes méticuleusement prises. 3 années d'observation silencieuse, de détails que personne d'autre n'avait remarqués. Elle leva son téléphone vers Vincent Moreau, et pour la première fois depuis des mois, sa voix, fragile mais déterminée, brisa le silence. « Vous voudrez peut-être voir ceci ?» L'expression de Vincent changea instantanément. Son sourire carnassier s'effaça, remplacé par quelque chose que Gabriel n'avait jamais vu sur son visage, la peur. Dans ce moment suspendu, elle réalisa que son silence n'avait pas été sa faiblesse. Il avait été son arme la plus redoutable. Pendant que les autres parlaient, elle avait observé. Pendant qu'ils mentaient, elle avait collecté la vérité. Et maintenant, cette vérité allait exploser comme une bombe dans leur petit monde de mensonges. Gabriel fuit les regards brûlants de ses collègues et se réfugie dans les toilettes du 12e étage. Ses mains tremblent encore du courage qu'il lui a fallu pour prononcer ces quelques mots. Face au miroir, elle voit le reflet d'une femme de 28 ans aux yeux hantés, mais pour la première fois depuis longtemps, une étincelle de détermination y brille. Son téléphone vibre. Un message de Vincent, « Mon bureau. Maintenant. » Mais avant d'affronter ce qui l'attend, elle doit retourner 20 ans en arrière. Fermer les yeux et revoir cette journée maudite qui a volé sa voix. Elle avait 8 ans. Emma, sa petite sœur de 5 ans, riait aux éclats dans le jardin de leur maison de Neuilly. Leurs parents étaient sortis, laissant Gabriel responsable, un fardeau trop lourd pour ses fragiles épaules d'enfant. « On joue à cache-cache », avait crié Emma, ses boucles blondes dansant dans le soleil d'été. Gabriel avait accepté, fatigué de ses devoirs. Emma avait choisi la plus mauvaise cachette possible, le vieux chêne au fond du jardin, celui dont les branches surplombaient la piscine des voisins. Le craquement. Le cri. Le silence. Quand leurs parents étaient rentrés, ils avaient trouvé Gabriel pétrifié près du corps inerte d'Emma. Les accusations avaient fusé comme des poignards, « Tu devais la surveiller. C'est ta faute. Comment as-tu pu la laisser grimper là-haut ?» Ce soir-là, les mots s'étaient enfuis de sa gorge pour ne jamais revenir. Pas tous les mots, seulement ceux destinés aux gens qui ne méritaient pas sa confiance. Son mutisme sélectif était né de cette tragédie, transformant une enfant bavarde en fantôme silencieux.
Ses parents avaient divorcé 2 ans plus tard, chacun fuyant le rappel vivant de leur négligence. Gabrielle avait grandi chez sa grand-mère, apprenant à transformer son handicap en super-pouvoir. Puisqu'elle ne pouvait plus parler librement, elle avait appris à observer. À voir ce que les autres rataient. À noter, archiver, mémoriser. Un coup à la porte la ramène au présent. Gabrielle? C'est Raphaël. Ça va? Sa voix douce la réconforte. Raphaël Dubois, le seul collègue qui n'a jamais ri de son silence, qui lui sourit chaque matin et lui apporte parfois un café sans rien demander en retour. Avec lui, parfois, les mots viennent plus facilement. Elle ouvre la porte. Il se tient là, inquiet, ses yeux noisettes cherchant les siens. Vincent te cherche partout. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Pour la première fois depuis des années, Gabrielle ressent l'envie irrésistible de tout raconter à quelqu'un. Pas seulement l'histoire du million volé, mais aussi Emma, ses parents, sa culpabilité qui la ronge comme un acide. J'ai des preuves, murmure-t-elle. Raphaël s'approche, et elle respire son parfum boisé qui la rassure toujours. Des preuves de quoi? Elle lui montre son téléphone. Des centaines de photos, Vincent entrant et sortant du casino de Boulogne à des heures impossibles, Margot transférant des fichiers sur une clé USB, des conversations chuchotées près de la machine à café, des documents abandonnés sur des bureaux. Depuis combien de temps 3 ans. Depuis mon premier jour ici. Son carnet secret tombe de sa poche. Raphaël le ramasse et l'ouvre délicatement. Page après page de notes méticuleuses, d'horaires, de comportements suspects. Un travail de détective amateur, mais précis comme une horloge suisse. Mon Dieu, Gabrielle. Tu es incroyable. Ces mots la touchent plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Personne ne l'avait jamais appelée incroyable. Il faut que tu saches quelque chose, continue-t-elle, sa voix gagnant en assurance. Vincent et Margot, ils couchent ensemble depuis des mois. Et elle? Sa voix se brise. Margot. Cette femme aux cheveux dorés qui lui rappelle tant Emma qu'elle en a parfois le vertige. Elle quoi? Elle me ressemble. Enfin, elle ressemble à quelqu'un que j'ai perdu. Raphaël pose doucement sa main sur son épaule, et ce simple contact réveille en elle des sensations oubliées. De la chaleur. De la confiance. Du désir, peut-être. Tu n'es plus seule maintenant, Gabrielle. Nous allons les arrêter ensemble. En regagnant son bureau, elle réalise que quelque chose a changé à jamais. Son silence n'est plus une prison, c'est devenu son arme secrète. Et pour la première fois depuis la mort d'Emma, elle n'est plus seule dans sa guerre contre l'injustice. Le bureau de Vincent Moreau ressemble à un sanctuaire de l'arrogance. Diplôme doré, photos avec des personnalités politiques, et cette odeur étouffante de parfum hors de prix qui donne la nausée à Gabrielle. Elle s'assoit face au gigantesque bureau d'acajou, son téléphone serré dans sa main moite comme un talisman. Vincent ferme la porte derrière elle avec un déclic qui résonne comme un coup près. Margot est là aussi, appuyée contre la bibliothèque, ses cheveux dorés capturant la lumière du soleil couchant. Cette ressemblance avec Emma frappe Gabrielle de nouveau, si violemment qu'elle manque de lâcher son téléphone. Alors, notre petite souris muette a retrouvé sa langue? Vincent s'installe dans son fauteuil de cuir, ses mains croisées comme un juge prêt à prononcer une sentence. Gabrielle ouvre son téléphone et fait défiler les photos. Chaque image est un coup de poignard dans le mensonge soigneusement construit. Vincent au casino, mise après mise, perdant des sommes astronomiques. Margot sortant de la banque avec une mallette, à 19h un vendredi, bien après les heures d'ouverture normales. Ces photos ne prouvent rien, siffle Vincent, mais sa voix tremble légèrement. Gabrielle glisse son doigt sur l'écran et lance un enregistrement audio. Sa propre voix, faible mais claire, narre ce qu'elle observe. 23 novembre, 18h45. Vincent Moreau discute avec un homme en costume noir près de sa voiture. L'homme lui remet une enveloppe. Vincent paraît nerveux, regarde sans cesse autour de lui. Le visage de Vincent vire au gris cendre. Mais c'est le deuxième enregistrement qui fait exploser la vérité comme une grenade. La voix de Margot, cristalline, captée par accident un soir où Gabrielle travaillait tard, elle est parfaite, Vincent. Personne ne soupçonnera jamais la petite muette.
Elle n'a pas d'amis, pas de famille qui s'inquiéterait. On la fait tomber, et on disparaît avec l'argent. Margot se redresse, ses yeux bleus, ses yeux si semblables à ceux d'Emma, flambent de colère et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemble à de la satisfaction perverse. Tu crois être intelligente, n'est-ce pas? Sa voix a perdu toute sa douceur habituelle. Tu nous espionnes depuis des années, comme une petite fouine pathétique. Vincent se lève brusquement, faisant tomber son stylo en or qui résonne sur le marbre. Margot, tais-toi. Mais Margot continue, et chaque mot qu'elle prononce déchire un peu plus le voile de mensonge. Tu veux savoir pourquoi je t'ai choisi, Gabriel? Pourquoi toi, et pas un autre? Le silence de Gabriel n'est plus celui de la peur, c'est celui de la concentration absolue. Chaque détail compte maintenant. Parce que tu me rappelles quelqu'un. Une petite fille que j'ai connue autrefois. Une petite fille qui avait une grande sœur très négligente. Le sang de Gabriel se glace. Comment Margot peut-elle connaître l'histoire d'Emma? Oh oui, je sais tout sur toi, Gabriel Martin. Je sais comment ta petite sœur est morte. Je sais comment tes parents t'ont abandonné. Je sais que tu te caches derrière ton silence parce que tu te crois responsable de sa mort. Vincent tente d'interrompre. Margot, ça suffit maintenant. Mais Margot est lancée, et ses mots coupent comme des lames de rasoir. Sauf que tu n'étais pas responsable, ma chère Gabrielle. Pas plus responsable que moi quand j'ai poussé Emma de cet arbre. Le monde s'effondre autour de Gabrielle. Les mots de Margot résonnent dans sa tête comme un cauchemar devenu réalité. J'ai poussé Emma de cet arbre. Tu étais là? La voix de Gabrielle n'est plus qu'un souffle. Margot sourit, et ce sourire glacé ne ressemble plus du tout à celui d'Emma. J'étais la petite voisine que personne ne remarquait jamais. Celle qui regardait votre bonheur parfait par-dessus la clôture. J'avais 10 ans et je détestais votre famille unie, vos rires, votre amour. Alors quand j'ai vu Emma grimper dans cet arbre. Elle s'interrompt, savourant l'horreur qui se peint sur le visage de Gabrielle. J'ai juste donné une petite poussée. Si petite que même elle n'a pas compris ce qui se passait. Et toi, tu as porté cette culpabilité pendant 20 ans. N'est-ce pas délicieux? Vincent recule vers la fenêtre, réalisant que Margot vient de révéler bien plus qu'un simple vol d'argent. Gabrielle se lève lentement, et pour la première fois depuis des décennies, sa voix porte avec une force qu'elle ne se connaissait pas. Tu as tué ma sœur. Tu as détruit ma famille. Et maintenant tu veux détruire ma vie. Dans ses yeux, quelque chose de nouveau brille, plus de peur, plus de culpabilité, mais une détermination froide et implacable. J'enregistre cette conversation depuis le début, Margot. Et cette fois, c'est toi qui vas payer. 3 jours après la confrontation, Gabriel n'a pas fermé l'œil. Les révélations de Margot tournent dans sa tête comme un manège infernal, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois depuis 20 ans, elle n'a plus peur. La vérité sur Emma l'a libérée d'un poids qu'elle portait depuis l'enfance. Elle arrive au bureau avant l'aube, quand les couloirs résonnent encore du silence de la nuit. Son plan est simple mais audacieux, collecter assez de preuves pour envoyer Vincent et Margot en prison. Pas seulement pour le vol, mais pour tout le reste. Raphaël l'attend près de la machine à café, 2 tasses fumantes à la main. Il a les traits tirés, comme s'il n'avait pas dormi non plus. Tu es sûr de vouloir faire ça? Il lui tend son café, leurs doigts se frôlent et elle ressent cette électricité familière. Plus sûr que jamais. Sa voix porte une assurance nouvelle. Raphaël sourit, et dans ce sourire, elle lit quelque chose qui ressemble à de l'admiration. Il s'installe dans la salle des serveurs, un endroit où personne ne vient jamais. Raphaël ouvre son ordinateur portable et connecte plusieurs câbles. Ses doigts dansent sur le clavier avec une dextérité fascinante. Vincent utilise son ordinateur personnel pour ses transactions douteuses. Je peux accéder à son historique si tu me donnes 5 minutes. Pendant qu'il travaille, Gabriel fouille dans sa mémoire. Chaque détail observé ces 3 dernières années remonte à la surface avec une clarté saisissante. Les rendez-vous secrets de Vincent avec des hommes en costume sombre. Les virements bancaires effectués par Margot après les heures de bureau. Les conversations téléphoniques chuchotées près des fenêtres. L'écran de Raphaël s'illumine soudain de dizaines de fichiers. Bingo!
Regarde ça. Les preuves s'étalent sous leurs yeux comme un festin de corruption. Vincent a détourné bien plus qu'1 million, c'est près de 3 millions qui ont disparu sur 5 ans. L'argent a été transféré sur des comptes offshore, puis retiré en liquide dans des casinos de Monte-Carlo et Las Vegas. Il a un problème de jeu pathologique, murmure Gabriel en parcourant les relevés. Mais c'est autre chose qui attire son attention. Dans le dossier personnel de Margot, une série de documents troublants. Son vrai nom n'est pas Margot Rousseau, mais Margot Steinberg. Elle a grandi dans le même quartier que Gabriel, 3 rues plus loin. Orpheline placée en famille d'accueil, elle a été renvoyée de 4 écoles pour violence envers les autres enfants. Plus troublant encore, un rapport psychiatrique datant de ses 15 ans mentionne des tendances psychopathiques et une incapacité à ressentir de l'empathie. Mon Dieu, Gabriel. Cette femme est dangereuse. Raphaël s'approche d'elle, et spontanément, elle se blottit contre son épaule. Son parfum boisé l'apaise, mais pas complètement. Quelque chose cloche dans cette proximité soudaine, dans cette aide trop parfaite. Comment tu as accédé si facilement au serveur de l'entreprise, demande-t-elle soudain. Raphaël se raidit imperceptiblement. J'ai mes méthodes. Cette hésitation réveille en elle l'instinct d'observation qui l'a toujours protégée. Elle se recule légèrement et étudie son visage. Raphaël évite son regard, ses mains tremblent légèrement sur le clavier. Raphaël, depuis quand tu travailles exactement dans cette entreprise ? 2 ans, tu le sais bien. Mais en fouillant dans sa mémoire photographique, Gabriel se rappelle l'avoir vu bien avant. Pas au bureau, ailleurs. Dans la rue, près de chez elle. Au supermarché. Au café où elle prend son petit déjeuner chaque matin. La vérité la frappe comme une gifle glacée. Tu me surveillais. Avant même de travailler ici. Le silence de Raphaël vaut tous les aveux. Ses yeux noisettes, qu'elle trouvait si doux, révèlent maintenant quelque chose de calculateur. Gabriel, je peux t'expliquer. Tu travailles pour eux. Sa voix est redevenue ce murmure brisé de l'enfance. Depuis le début, tu travailles pour Vincent et Margot. Raphaël ferme son ordinateur d'un geste brusque. L'homme tendre et protecteur des derniers jours s'évanouit, remplacé par un étranger aux traits durcis. Vincent m'a engagé pour te surveiller, oui. Mais ce que je ressens pour toi est réel, Gabriel. Tu dois me croire. Elle recule vers la porte, mais Raphaël lui bloque le passage. Dans ses yeux, elle ne lit plus de l'amour, mais quelque chose qui ressemble à de la pitié. Tu ne comprends pas. Ils ne vont pas se contenter de te faire porter le chapeau pour le vol. Margot, elle veut finir ce qu'elle a commencé il y a 20 ans. Elle veut te détruire complètement. Le sang de Gabriel ne fait qu'un tour. Et toi ? Tu vas la laisser faire ? Raphaël hésite, et dans cette hésitation, elle comprend qu'elle vient de perdre la seule personne en qui elle avait recommencé à avoir confiance. Je suis désolée, Gabriel. Vraiment désolée. Elle pousse la porte et fuit dans les couloirs déserts, son cœur battant si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. Derrière elle, elle entend Raphaël crier son nom, mais elle ne se retourne pas. Dans l'ascenseur qui l'emmène vers le parking souterrain, une seule pensée occupe son esprit, elle est de nouveau seule face à ses démons. Mais cette fois, elle sait exactement qui ils sont. Gabriel roule sans destination précise dans les rues de Paris, ses mains crispées sur le volant de sa vieille Clio. La pluie tambourine sur le pare-brise comme les battements désordonnés de son cœur brisé. Raphaël. Comment a-t-elle pu être si aveugle ? Comment son instinct, habituellement si affûté, l'a-t-il trahi avec lui ? Elle se gare près du cimetière de Père-Lachaise, cet endroit où elle vient parfois parler à Emma. Sous la bruine froide de novembre, les tombes ressemblent à des fantômes gris. Elle s'assoit sur un banc mouillé, indifférente à l'humidité qui traverse son manteau. Son téléphone vibre. Un message de Raphaël, retrouve-moi au Café de la Paix. S'il te plaît. Je peux tout expliquer. Une part d'elle-même veut ignorer ce message, mais l'autre part, celle qui a appris à analyser chaque détail, comprend qu'elle a besoin de connaître toute la vérité. Même si cette vérité va la détruire. Le Café de la Paix grouille de monde malgré l'heure tardive. Raphaël l'attend dans un coin sombre, ses cheveux trempés par la pluie, ses yeux cernés par ce qui ressemble à de la culpabilité.
Quand il la voit approcher, son visage s'illumine d'un soulagement pathétique. Gabriel, merci d'être venu. Elle s'assoit en face de lui sans dire un mot. Cette distance nouvelle entre eux est plus douloureuse qu'elle ne l'avait imaginé. Vincent m'a engagé il y a 2 ans, oui. Pas comme développeur, comme espion. Sa voix tremble légèrement. Il savait que tu observais tout, que tu prenais des notes. Il avait peur que tu découvres ses malversations. Gabriel sirote son thé en silence, laissant Raphaël se perdre dans ses justifications. Ma mission était simple, me rapprocher de toi, gagner ta confiance, découvrir ce que tu savais exactement. Mais ce qui s'est passé entre nous. Il tend la main vers elle, mais elle se recule comme si elle risquait de se brûler. Ce que je ressens pour toi est réel, Gabriel. Je n'avais jamais prévu de tomber amoureux. Ces mots qu'elle aurait voulu entendre dans d'autres circonstances sonnent maintenant comme des mensonges supplémentaires. Combien Vincent te paie-t-il? Sa voix est redevenue ce murmure froid qu'elle maîtrise si bien. Ce n'est pas une question d'argent. J'ai des dettes, ma sœur est malade, j'avais besoin. Combien? 50 000 €. Le prix de sa trahison. 50 000 € pour jouer avec les sentiments d'une femme brisée, pour la manipuler avec des sourires et des cafés matinaux. Et Margot? Elle sait que tu es amoureux de moi? Le silence de Raphaël en dit plus que tous les discours. Évidemment qu'elle sait. Évidemment que cette information fait partie du plan. Margot n'est pas celle que tu crois, Gabriel. Elle est obsédée par toi depuis des années. Bien avant que Vincent ne la recrute. Cette révélation frappe Gabriel comme un coup de massue. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle m'a montré des photos. Des dizaines de photos de toi prises en secret. Devant ton immeuble, au supermarché, à la sortie du bureau. Elle te suit depuis au moins 5 ans. L'horreur de cette révélation paralyse Gabriel. Margot, la meurtrière de sa petite sœur, la traque depuis des années comme un prédateur sa proie. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Raphaël passe une main nerveuse dans ses cheveux mouillés. Parce qu'elle va passer à l'acte. Demain soir, pendant la soirée de Noël de la boîte. Elle a prévu de. Sa voix se brise, et pour la première fois, Gabriel voit de la vraie terreur dans ses yeux. De quoi? De recréer la mort d'Emma. Elle veut que tu tombes, Gabriel. Littéralement. Du balcon du restaurant, au 15e étage. Un accident, bien sûr. La pauvre Gabrielle, fragile et silencieuse, qui n'a pas supporté d'être accusée de vol. Le café devient soudain étouffant. Gabriel se lève brusquement, renversant sa tasse qui se brise sur le sol carrelé. Et toi? Tu vas la laisser faire? Raphaël se lève aussi, et dans ses yeux, elle lit une bataille intérieure qui déchire son âme. Je ne sais pas. Vincent me menace. Si je ne coopère pas, il s'en prendra à ma sœur. Cette lâcheté essaye Gabriel plus que tous les mensonges précédents. Elle comprend qu'elle ne peut compter sur personne, même pas sur l'homme qui prétend l'aimer. Tu as fait ton choix, Raphaël. Maintenant, laisse-moi faire le mien. Elle se dirige vers la sortie, mais sa voix la rattrape une dernière fois. Gabriel. Il y a autre chose que tu dois savoir. Sur Margot. Sur qui elle est vraiment. Elle se retourne, et ce qu'elle lit sur le visage de Raphaël la glace jusqu'aux os. Margot Steinberg n'existe pas. Son vrai nom est Margot Martin. C'est ta demi-sœur, Gabrielle. La fille que ton père a eue avec sa maîtresse avant ta naissance. Le monde s'effondre autour d'elle pour la 2e fois en une semaine. Margot n'est pas seulement la meurtrière d'Emma, c'est sa propre sœur. Une sœur qui l'a haï assez pour tuer une enfant innocente et qui, 20 ans plus tard, veut finir le travail. Gabriel sort du café en titubant, laissant Raphaël seul avec ses remords. Dans la rue froide et hostile, une seule certitude l'habite, demain soir, l'une d'entre elles ne survivra pas à cette confrontation finale. La soirée de Noël de l'entreprise bat son plein au 15e étage de la tour Montparnasse. À travers les baies vitrées, Paris scintille sous un ciel d'encre, inconscient du drame qui se joue à 200 mètres d'altitude. Gabriel se tient près du balcon, vêtu d'une robe noire simple qui tranche avec l'élégance artificielle de ses collègues.
Elle n'est plus la femme brisée d'hier. Une nuit blanche à fouiller dans les archives familiales lui a révélé l'ampleur de la tragédie. Margot Martin, née 3 ans avant elle d'une liaison de son père avec une secrétaire. Abandonnée à la naissance, ballottée de familles d'accueil en orphelinat, nourrie par la haine et l'envie en observant de loin la famille heureuse qui lui était interdite. Vincent s'approche d'elle avec un sourire hypocrite, un verre de champagne à la main. « Ma chère Gabrielle, vous êtes resplendissante ce soir. J'espère que nous pourrons oublier nos malentendus récents. » Elle ne répond pas, ses yeux scrutant la foule à la recherche de Margot. Sa demi-sœur arrive enfin, vêtue d'une robe rouge sang qui épouse parfaitement sa silhouette. Ses cheveux dorés ondulent sous les lumières tamisées, et l'espace d'un instant, Gabrielle revoit Emma courant dans le jardin de leur enfance. Margot s'arrête devant elle, si proche que Gabrielle peut sentir son parfum, le même que portait leur père autrefois. « Tu as découvert qui j'étais vraiment, n'est-ce pas ? » Sa voix est douce comme du miel empoisonné. « Tu es ma sœur. » Ces mots sortent difficilement de la gorge de Gabrielle, lourds de 28 ans de mensonges familiaux. « Ta demi-sœur, » corrige Margot. « La fille dont personne ne voulait pendant que toi, tu grandissais dans l'amour et la sécurité. » La musique assourdissante couvre leur conversation. Autour d'elle, les invités rient et dansent, ignorant qu'elles discutent de meurtre et de vengeance. Pourquoi Emma ? La question qui hante Gabrielle depuis des jours franchit enfin ses lèvres. Elle n'était qu'une enfant innocente. Margot sirote son champagne avec une désinvolture glaciale. Parce qu'elle représentait tout ce que je n'aurais jamais. L'amour d'un père, la protection d'une grande sœur, une famille qui se soucie de son bien-être. En la tuant, je détruisais votre bonheur parfait. Cette froideur révulse Gabrielle plus que la violence elle-même. Margot parle de la mort d'Emma comme d'autres discutent de la météo. Et maintenant ? Tu veux me tuer aussi ? Oh non, ma chère sœur. Margot pose sa main sur le bras de Gabrielle, un geste qui se veut affectueux mais dont la fausseté glace le sang. Je veux que tu vives assez longtemps pour comprendre ce que j'ai enduré. La solitude, l'abandon, la haine. Elle guide Gabrielle vers le balcon, profitant de l'agitation générale pour l'isoler. Le vent de décembre fouette leur visage, et en contrebas, la circulation parisienne ressemble à un fleuve de lumière. Raphaël t'a-t-il dit comment j'avais prévu de m'y prendre, murmure Margot en caressant la rambarde de métal. Un petit accident. La pauvre Gabrielle, fragile et silencieuse, qui n'a pas supporté la pression. Personne ne soupçonnera jamais que sa propre sœur l'a poussée. Mais Gabrielle n'écoute plus vraiment. Quelque chose d'extraordinaire se produit en elle, après 20 ans de culpabilité, après des années de silence imposé, sa voix trouve enfin sa véritable force. Tu sais ce qui me différencie de toi, Margot ? Sa demi-sœur hausse un sourcil, surprise par ce changement de ton. J'ai appris à transformer ma douleur en force. Toi, tu l'as transformée en poison. Gabrielle sort son téléphone de son sac et appuie sur une touche. Immédiatement, la conversation qu'elles viennent d'avoir résonne dans des haut-parleurs dissimulés. Sa voix est celle de Margot, cristalline, avouant le meurtre d'Emma. L'assemblée se fige. Les conversations s'arrêtent net. Vincent pâlit et laisse tomber son verre qui explose sur le sol de marbre. Tu enregistrais, siffle Margot, ses masques de douceur s'effritant pour révéler une rage animale. Depuis 3 ans, je collecte des preuves. Depuis le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette entreprise. Mon silence n'était pas de la faiblesse, Margot. C'était de la patience. La sécurité et la police, alertées par Gabrielle avant la soirée, font irruption dans la salle. Margot comprend que son plan s'effondre, que sa vengeance minutieusement orchestrée devient son propre piège. Dans un geste désespéré, elle se jette sur Gabrielle, tentant de la pousser par-dessus la rambarde. Mais Gabrielle n'est plus la petite fille terrorisée d'autrefois. Elle esquive l'attaque et, dans un réflexe de survie, repousse Margot qui titube dangereusement près du vide. « Aide-moi » crie Margot, agrippée à la rambarde, ses ongles vernis griffant le métal. Gabrielle la regarde, cette sœur qu'elle n'a jamais connue, cette femme qui a empoisonné sa vie entière. Pour la première fois depuis 20 ans, elle a le pouvoir de choisir entre la vie et la mort. Elle tend la main vers Margot. Même après tout ce que tu as fait, je ne suis pas toi.
Je ne laisserai personne mourir par ma faute. En hissant Margot vers la sécurité, Gabrielle brise définitivement les chaînes du passé. Elle n'est plus la victime silencieuse, elle est devenue la femme qui choisit la justice plutôt que la vengeance, la vie plutôt que la mort. Les menottes se referment sur les poignets de Margot tandis qu'elle hurle des accusations incohérentes. Vincent, effondré dans un fauteuil, avoue tout au policier. Pour la première fois depuis l'enfance, Gabrielle sourit véritablement. 6 mois plus tard, Gabrielle se tient devant le miroir de son nouveau bureau, celui qui appartenait autrefois à Vincent Moreau. Directrice financière à 28 ans, jamais elle n'aurait imaginé une telle ascension. Mais sa victoire sur la corruption lui a valu le respect de toute l'entreprise et une promotion méritée. Par la fenêtre, elle observe Paris qui s'éveille sous un soleil de mai. La ville lui paraît différente maintenant, plus lumineuse, comme si ses propres changements intérieurs avaient transformé le monde autour d'elle. Son téléphone vibre. Un message de sa psychologue, fière de tes progrès, Gabrielle. Ta voix devient plus forte chaque jour. Depuis l'arrestation de Margot et Vincent, Gabrielle suit une thérapie intensive. Parler de ses traumatismes lui a permis de découvrir que son mutisme sélectif n'était pas une malédiction, mais un mécanisme de protection qui l'avait sauvée. Maintenant qu'elle n'en a plus besoin, sa voix retrouve peu à peu sa pleine puissance. Elle consulte son agenda. Cet après-midi, elle inaugure la Fondation Emma, l'association qu'elle a créée pour aider les enfants victimes de traumatismes familiaux. Le local, situé dans le quartier de son enfance, accueille déjà 15 enfants qui apprennent, comme elle l'a fait, à transformer leur douleur en force. Un coup discret à la porte interrompt ses pensées. Raphaël entre, portant 2 cafés et ce sourire timide qu'elle a appris à aimer de nouveau. Bonjour, madame la directrice. Leur relation a mis du temps à se reconstruire. Après sa trahison, Gabrielle avait cru ne jamais pouvoir lui refaire confiance. Mais Raphaël a prouvé sa sincérité en témoignant contre Vincent au procès, malgré les menaces qui pesaient sur sa famille. Son courage tardif mais réel a touché quelque chose de profond en elle. « Tu es prêt pour cet après-midi » demande-t-elle en acceptant le café qu'il lui tend. « Plus que prêt. Ta grand-mère sera là ?» Gabrielle sourit en pensant à Mamie Colette, cette femme extraordinaire qu'il a élevée après le divorce de ses parents. C'est elle qui lui a appris que le silence pouvait être une forme de sagesse, que l'observation valait parfois mieux que les mots. Bien sûr. Elle ne raterait ça pour rien au monde. Ils descendent ensemble vers le hall d'entrée. En passant devant la salle de réunion où tout a commencé, Gabrielle ressent une étrange nostalgie. Cette pièce qui avait été le théâtre de son humiliation est devenue le symbole de sa renaissance. L'après-midi, devant le local flambant neuf de la Fondation Emma, une petite foule s'est rassemblée. Des journalistes, des enfants avec leurs familles d'accueil, des membres du conseil d'administration qu'elle a soigneusement sélectionnés. Gabrielle prend la parole sans micro, sa voix portant naturellement dans l'air tiède de mai. Il y a 6 mois, je ne pouvais pas imaginer me tenir devant vous pour prononcer ce discours. Pendant 20 ans, j'ai cru que mon silence était une faiblesse, que ma différence était une honte. Dans l'assistance, elle aperçoit des visages familiers. Ses anciens collègues, venus la soutenir. Sa psychologue, qui essuie discrètement une larme. Raphaël, dont le regard ne la quitte pas. Aujourd'hui, je sais que nos blessures peuvent devenir nos forces les plus précieuses. Cette fondation existe pour tous les enfants qui, comme moi, ont appris trop tôt que le monde pouvait être cruel et injuste. Elle coupe le ruban rouge qui barre l'entrée, et les applaudissements résonnent comme une ovation. Les premiers enfants se précipitent à l'intérieur, leur rire cascadant dans les couloirs fraîchement peints. Le soir, Gabrielle et Raphaël marchent le long de la Seine. Ils ont pris l'habitude de ces promenades silencieuses qui leur permettent de se retrouver sans la pression des mots. « J'ai reçu une lettre de Margot aujourd'hui » dit-elle soudain. Raphaël s'arrête, inquiet. « Tu l'as lu ?»« Oui. » Gabrielle observe les reflets dorés du soleil couchant sur l'eau. Elle me demande pardon. Pour Emma, pour tout le reste. Tu comptes lui répondre ? Gabrielle réfléchit longuement avant de répondre. Margot purge une peine de 15 ans de prison pour le meurtre d'Emma et la tentative d'homicide sur elle. Vincent a écopé de 8 ans pour détournement de fonds et complicité. Un jour, peut-être.
quand je serai prête à entendre ses excuses. Mais pas encore. Ils reprennent leur marche, et Raphaël glisse timidement sa main dans la sienne. Ce geste simple, qui aurait terrifié l'ancienne Gabrielle, lui procure maintenant une douce sensation de sécurité. « Tu sais ce qui me fascine chez toi » murmure-t-il. « Quoi donc ? Ta capacité à pardonner sans oublier. À choisir l'amour sans nier la douleur. » Ces mots la touchent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Elle s'arrête et se tourne vers lui, plongeant ses yeux dans les siens. « J'ai appris quelque chose d'important ces derniers mois, Raphaël. Le silence peut être une prison, mais il peut aussi être un sanctuaire. Il m'a protégée quand j'étais fragile, et maintenant que je suis forte, je peux choisir quand le briser. » Le baiser qu'ils échangent sous un réverbère de la scène goûte la liberté retrouvée et l'amour reconstruit sur des bases solides. Plus tard dans la soirée, seule dans son appartement, Gabrielle ouvre le tiroir de sa commode et en sort une photo jaunie. Emma a 5 ans, ses boucles blondes auréolées de soleil, son sourire innocent figé pour l'éternité. « Tu peux reposer en paix maintenant, ma petite sœur, murmure-t-elle. Justice est rendue, et ta mort a donné naissance à quelque chose de beau. » Elle pose la photo sur sa table de chevet et s'allonge, apaisée. Demain, d'autres enfants pousseront les portes de la Fondation Emma. D'autres voix brisées apprendront à se reconstruire. D'autres silences découvriront leur propre pouvoir. Et Gabrielle Martin, celle qui était invisible, sera là pour leur montrer que même les plus profonds traumatismes peuvent se transformer en la plus éclatante des renaissances. Dans l'obscurité de sa chambre, elle sourit en pensant que son histoire ne fait que commencer.